Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Survivre à l'apocalypse, c'est le maître mot à Mayotte, même si les secours sont à pied d'œuvre. Rétablissement de l'électricité en cours, tout comme la distribution de nourriture. 120 tonnes prévues aujourd'hui. Première manifestation tangible du pont aérien mis en place. Manger. À défaut de pouvoir se loger, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte est allé dans le quartier de l'Abattoir. Les habitants tentent de reconstruire un semblant d'abri dans un paysage de désolation. Reportage Wilfried de Villers. Au milieu des débris, une fillette s'abrite comme elle peut du soleil sous un long panneau de bois. C'est ici, sur ce terrain presque nu, que se trouvait sa maison avant le passage du cyclone. Sa mère, Touarati, raconte. Le vent nous a tout pris, il a emporté notre maison, on n'a plus rien, les lits sont cassés, les canapés envolés. Le tas là-bas, c'est tout ce qu'il nous reste. Quelques vêtements, de quoi cuisiner, des jouets pour enfants et 2 matelas. La maman passe du shimaoré au français. On dort là avec mes enfants, on met le matelas, après on dort dehors comme ça, mais on n'a pas de matériel. Alors Touarati veut aller vite pour reconstruire même un abri de fortune. Mohamed lui prête main forte. Lui a plus de chance, il a trouvé refuge dans l'une des rares maisons du quartier encore debout. Soudain, son regard s'assombrit, il repense au cyclone. Et le moment qu'ils ont commencé les rafales, je suis rentré dans la voisine, là. C'est une maison en béton là. C'était vraiment catastrophe là. C'est horrible. Quand tu vois comme ça, tu vas mourir avec la famille comme ça. Ça n'a été pas facile. Nous sommes en vie quand même. C'est l'essentiel. Ce qui reste là, c'est après. Le reste, c'est de l'eau potable, des vivres et de l'électricité que tout le quartier attend avec impatience. Dzaoudzi, Wilfried de Villers, Europe 1. Voilà, Wilfried de Villers qui fait partie des rares journalistes hexagonaux parvenus à Mayotte à ce stade et que l'on retrouvera, Wilfried, tout à l'heure dans le journal de 8h. Pas d'abri, pas d'eau potable, même si le réseau est en cours de rétablissement. Et un hôpital et des centres médicaux qui fonctionnent au ralenti. Les autorités sanitaires redoutent par-dessus tout le retour des épidémies. Yasmina Katou. Eh bien, le risque principal, c'est la reprise de l'épidémie de choléra qui a touché l'île cette année. La propagation du choléra est due à une consommation d'aliments contaminés ou d'une eau non potable. Et aujourd'hui, l'eau potable est quasiment introuvable sur l'île. Or, les personnes infectées risquent de mourir de déshydratation alors qu'il faut entre 8 et 12 litres de boissons salées et sucrées pour se remettre d'une contamination. Par ailleurs, sur place, les eaux stagnantes risquent de répandre d'autres maladies, explique Jean-Pierre Larimbe, médecin pendant 13 ans à Mayotte. Il va y avoir des points d'eau un peu partout, donc le chikungunya, le paludisme. À Mayotte, les gens, ils ont un trou dans leur terrain où ils vont faire leurs besoins. Avec la saison des pluies, les matières fécales sont transportées par les eaux de ruissellement et puis ils peuvent contaminer les réseaux d'évacuation des eaux. Enfin, voilà. Les autorités craignent aussi de voir affluer dans les prochains jours des femmes qui ont accouché seules dans des conditions sanitaires déplorables. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis nous serons en ligne, je vous le rappelle, dans quelques minutes avec le ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui est sur place, lui, à Mayotte, donc depuis lundi. C'était un engagement de l'Élysée. Emmanuel Macron, lui, se rendra sur place à Mayotte auprès des sinistrés. François Bayrou assure qu'il s'y rendra lui aussi dès que son gouvernement sera formé. Le Premier ministre et le Président se sont rencontrés une nouvelle fois à ce sujet hier soir. François Bayrou, empêtré dans la polémique paloise, privilégier le conseil municipal de Pau en pleine réunion de crise mahoraise. Ça n'est pas passé auprès des députés. Première séance de questions à l'Assemblée nationale, pleine d'épines et de choses trappes. C'était tout sauf un long fleuve tranquille. Marie-Hélène Trémollet. Face à une assemblée aseptisée, endormie par les réponses lentes et floues du Premier ministre, François Bayrou se confronte à chacune des oppositions d'un ton conciliant. À ceux qui dénoncent son choix de se rendre à Pau plutôt qu'à Mayotte, le locataire de Matignon réplique par une erreur, excluant l'île sinistrée du territoire français. Le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président quittent en même temps le territoire national. Dans la torpeur générale, la confusion passe presque inaperçue sur le moment. Mais la polémique enfle dans la soirée. La gauche crie au scandale, dénonce des propos honteux. C'est un naufrage pour Sandrine Rousseau, députée écologiste. Il a eu cette phrase assez incroyable et lunaire, semblant ignorer que Mayotte est un département français. Et moi, je l'ai senti dépassé. Reste que François Bayrou parvient à achever la séance sans incident, remplissant son objectif premier, gagner du temps avant son discours de politique générale. Ça va être long, le type est bavard, il parle beaucoup et ne dit pas grand-chose, conclut un élu, l'air
désabusés. Un discours de politique générale prévu le 14 janvier dans un mois. Reportage à l'Assemblée, Maï-Hélène Trémolet. Tiens, autre commentaire acide à ajouter à la liste, celui du député écologiste Benjamin Lucas. C'est Joe Biden, dit-il à propos de François Bayrou, référence à l'actuel président américain dont les absences et les erreurs interrogent sur son état de santé réel. Alors cette impression de flottement, d'indécision au sommet de l'État est interprétée comme un signe par l'opposante numéro 1 de la Macronie, à savoir Marine Le Pen. Elle partage le constat et le calcul de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, c'est fini ou presque, c'est une réalité institutionnelle. Voilà ce que dit Marine Le Pen ce matin à Aujourd'hui en France, Le Parisien. Et tout comme son adversaire de la France Insoumise, elle affirme se préparer à une présidentielle anticipée. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h06. Enquête ouverte pour assassinat après la mort d'un ado de 16 ans à proximité d'un lycée parisien du 13e arrondissement hier. Poignardé à une centaine de mètres environ de l'entrée du lycée Rodin, le jeune garçon n'était pas scolarisé dans l'établissement. Pour le parquet de Paris, sa mort serait liée à une bagarre entre la victime et plusieurs agresseurs. C'est ce que semble confirmer les premiers éléments et témoignages recueillis devant le lycée par Antoine Bienvaux. Reportage. Il est environ 8h hier matin devant les grilles du lycée Rodin lorsque la victime, 16 ans, est lynchée par plusieurs agresseurs. Cartable sur le dos, Noam assiste médusé à la scène. Je vois un groupe de 4-5 personnes autour d'une autre personne recroquevillée sur elle-même. Je vois la CPE en train de courir en disant qu'il faut appeler la police et tout. Donc je me rends compte que c'est grave. Grièvement blessée à la tête, la jeune victime, scolarisée dans un lycée du Val-de-Marne, parcourt quelques mètres avant de s'effondrer sous les yeux de Miguel, gardien de l'immeuble voisin. Il y avait une infirmière qui faisait le massage cardiaque. Le jeune, il avait aucune réaction. Il a eu quelques convulsions, mais on n'avait pas de pouls. Ça fait 27 ans que je suis là et j'ai jamais vu ça. Déployés derrière de larges cordons de sécurité, les policiers se penchent rapidement sur la piste d'une rixe entre bandes rivales. Une thèse crédible selon Loïc Valder, délégué national UNSA Police. C'est un phénomène qu'on voit progresser sur Paris et c'est bien souvent des rivalités complètement dérisoires et c'est dramatique. En début d'après-midi, les cordons de sécurité se lèvent devant les visages encore effarés de la plupart des élèves. Un reportage devant le lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris, Antoine Bienvaux. Enfin, direction la Corse, voilà une affaire qui peut-être va relancer le débat sur le statut des repentis en France. Un statut de collaborateur de justice autorisé en Italie et c'est précisément le point de départ de cette affaire. Un chef de la mafia italienne avoue un crime commis en Corse. L'enquête piétinée, elle a brutalement accéléré. Nina Pavant, correspondante d'Europe 1 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les mafieux italiens règlent les dettes de sang des Corses. En août 2023, Paul Félix Paoli, propriétaire d'une boîte de nuit, est tué par balle. L'assassin, Marco Raduano, un membre de la jeune mafia italienne La Foggia. Arrêté en Italie, il bénéficie du statut de repenti et avoue tout. Une législation qu'il faut copier en France, explique le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne. Marco Raduano serait français. Il ne pourrait pas à ce jour bénéficier du statut de collaborateur. J'estime que la législation sur les collaborateurs de justice est en Italie plus avancée que la nôtre. Aussi appelés collaborateurs de justice, ces repentis avouent contre réduction de peine et deviennent des outils indispensables pour la justice, comme le détaille Michele Prestipino, procureur national adjoint italien. Nous nous battons contre des organisations très secrètes. On ne peut les vaincre qu'avec des informations qui viennent de l'intérieur. C'est grâce aux aveux de Raduano que les 3 commanditaires présumés du meurtre ont été arrêtés en Corse. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. Le football, un choc pour le match avancé de la 16e journée de Ligue 1 ce soir. Monaco, 3e, accueille le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Matin, Dimitri. Le ministre des Outre-mer, il est sur zone à Mayotte. François-Noël Buffet sera en direct avec nous. Bon réveil avec Europe 1.